Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-Jeu. Ça y est, les phases finales sont lancées, un premier huitième a été joué et on va s'en parler ensemble avec une team 3 étoiles. Aujourd'hui, il y a Scipion qui est la Scipionista. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Ouais, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. C'est très très sérieux là, ça rigole plus. Ouais, c'est là que ça compte, hein, très clairement. Il y a Zaldinho qui est là aussi. Comment va Zal ? Salut Braque, je suis redevenu hollandais, tu sais, genre le mytho. Ouais, j'ai remarqué, Non, ça y est là. même pas. Le football de Zal a gagné aujourd'hui. Il y a Kanto en direct des studios de Winamax qui est avec nous aussi. Comment ça va Kanto ? Bah écoute, ça va, c'est la première fois que je suis dans un studio aussi bien rangé. La dernière fois que ça a été aussi bien rangé, c'était un fond vert derrière moi. Ben là, non, c'est pas un fond vert, donc ça fait plaisir. On est loin de ta chambre là, hein, très clairement. Exactement. Et ça va la voix, ça va tenir ? Bon, ça va tenir, tranquille. Ok. Je sors juste de commenter le match d'avant et voilà, il y a une petite pointe de déception d'avoir vu le soccer être un petit peu trop ambitieux par rapport à ce qu'il pouvait proposer. Voilà. Ah, très bien. Tu vas nous développer un petit peu ton avis après. Messieurs, peut-être un petit mot quand même, parce que c'est vrai qu'on a tous vu la nouvelle par rapport à Pelé. C'est vrai que Pelé, c'est une légende quand même du football, un mythe du football. Donc, on envoie toute notre force et tout notre courage à sa famille. On a une grosse pensée pour le roi Pelé. C'est vrai que ça nous a tous un petit peu touchés. Donc, on va dire que on lui rend hommage un petit peu dans ce début d'émission. Messieurs, notre partenaire Winamax qui est avec nous et qui nous accompagne donc pendant toute la Coupe du Monde et même après la Coupe du Monde, on sera toujours avec eux. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez pu voir Kanto commenter ce fameux Pays-Bas-États-Unis. Messieurs, vous le savez, sur le site, vous avez un bonus. Votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit. Et ça, c'est jusqu'à 100 €. Donc sur le site winamax.fr et avec, comme vous l'avez bien vu depuis le début, votre petit code promo Hors-Jeu 10, vous avez 10 € en plus sur le site Winamax. Donc vraiment, voilà, c'est notre nouveau partenaire et c'est comme ça qu'on vous accueille avec lui. Kanto, petite prise de parole de prévention quand même, pour rappeler quand même que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et plus, hein. Exactement. Les mineurs n'ont pas le droit de parier. Et puis voilà, il faut toujours respecter son petit budget spécial Coupe du Monde ou alors son budget mensuel et ne pas aller au-delà de ça. Il faut savoir parier pour s'amuser tout en s'imposant des limites. Bah oui, absolument, il faut faire très attention et ne surtout pas faire n'importe quoi avec ça. Alors oui, bien sûr, je vois vos messages les amis. L'hôte habituel de la chaîne n'est pas présent aujourd'hui, Prus Pranek, le fameux. Bon, aujourd'hui, il avait des choses à gérer de son côté, donc aujourd'hui, il ne sera pas avec nous pour cette émission-là, mais vous inquiétez pas, il sera là pour le reste de toutes les hors-jeux quotidiennes et même plateaux, hein. C'est juste, une petite absence pour une seule émission. Ne vous en faites pas, Bruce va très vite revenir avec nous. Tout va très très bien. Et non, ce n'est pas la voisine. Je vous rassure aussi, rien à voir avec la voisine. Bon, messieurs, allez, on va tout de suite rentrer dedans. Là, on y va parce que c'est tout chaud. Les Pays-Bas viennent juste de se qualifier donc pour les quarts de finale contre ces Américains qui ont tenté, qui ont montré quelques promesses sur ce début de match. On a presque voulu se dire que ce match allait durer, que ce match allait pas être simple pour les Pays-Bas. Et finalement, à l'expérience, j'ai envie de dire, à la maîtrise technique, je sais pas, les Pays-Bas sont parvenus à s'imposer et à ne pas se faire piéger par ces Américains. On commence avec toi, Scipion. Qu'est-ce que t'as pensé de cette rencontre ? Non, mais c'est ça, tu as parlé d'expérience. Je pense que même si les Pays-Bas n'étaient pas là lors de la dernière Coupe du Monde, c'est une équipe qui a beaucoup de vécu et ces Américains tout feu tout flamme qui ont eu beaucoup de bonnes intentions et je pense qu'on y reviendra. Et d'ailleurs, je pense que c'est très prometteur pour 2026, la Coupe du Monde à la maison. Il faudra qu'ils règlent quelques trucs, peut-être le numéro 9, la défense un peu lente, mais honnêtement, c'est très encourageant pour la suite. Et du côté des Pays-Bas, finalement, on a le sentiment que Van Gaal
ce ne sera plus, tu vois, une équipe spectaculaire, séduisante, mais c'est une équipe qui est tellement efficace. Franchement, à chaque fois qu'elle va dans la surface, elle réussit à se procurer des occasions et même elle est convertie. Je pense notamment aux 2 buts en première période parce qu'ils produisent pas grand-chose, mais honnêtement, à chaque fois qu'ils vont dans les 16 mètres adverses, ça fait mouche. Et défensivement, ça tient avec un jeune gardien comme Noppert qui est une sorte de révélation parce que on a déjà dit dans hors-jeu, c'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique, il sort de nulle part. Son premier match en Coupe du Monde, c'était contre le Sénégal. On sait que Van Gaal a une petite spécificité. Il aime nous étonner avec les gardiens de but. Et honnêtement, c'est une équipe. Alors, je suis très curieux de voir comment ça va tourner contre l'Argentine. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que Van Gaal s'est concentré sur un peu de pragmatisme, une grosse efficacité. Il s'est dit, avec cette équipe-là, j'ai peur que si je tente du football total, je sois trop déséquilibré, que je subisse trop d'occasions. Je préfère mettre en place quelque chose de assez strict, pas sexy. Honnêtement, c'est pas l'équipe où on s'enflamme le plus, mais honnêtement, ça, mine de rien, ça monte un petit peu en puissance sur ce match. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends ce but contre les Américains, tu doutes pas. T'as 5 minutes, derrière, Dumfries va marquer le 3-1. Donc honnêtement, beaucoup de points positifs pour cette équipe. Et comme je te dis, bon, on va voir, on sait que dans cette Coupe du Monde, on a beaucoup de surprises. L'Australie face à l'Argentine, mais honnêtement, le Pays-Bas-Argentine qui peut arriver, voire le Pays-Bas-Australie, on ne s'interdit rien. Mais honnêtement, je suis très curieux de voir la trajectoire de cette équipe dans cette Coupe du Monde. Non, mais oui, tout à fait. En tout cas, les Pays-Bas, depuis le début de cette Coupe du Monde, ce qu'on voit, c'est une équipe qui a, je dirais pas radicalement, mais qui a quand même pas mal changé de style. Je dirais même qui a pas mal changé de visage. C'est une équipe qui désormais semble plus être dans la gestion de ses rencontres plutôt que voilà dans l'explosivité, dans le lâcher prise. Tu sens qu'il y a vraiment une dynamique bien différente, dynamique qui est imprimée par Luis Van Gaal, hein, très clairement. C'est lui. Hein. Tu sens que le mec tient cette équipe, que ses choix sont vraiment respectés, ses choix tactiques. Il y a comme un vent nouveau dans cette équipe et c'est vrai que c'est assez surprenant de les voir évoluer comme ça. Et très clairement, moi par exemple, je l'ai tweeté, je l'ai dit il y a quelques minutes, mais je me demande si on n'a pas un petit peu sous-estimé voilà, ces Pays-Bas parce que l'entrée en matière dans cette compétition a été un petit peu un petit peu bousculée. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils gèrent et que ils n'ont pas été si inquiétés que ça depuis le début de cette Coupe du Monde, même s'ils ont été bousculés, en effet. Donc ouais, il y a peut-être une équipe là qui est en train de naître, peut-être une équipe qui est en train de prendre en ampleur dans cette Coupe du Monde. Quanto, toi qui viens juste de commenter le match, quel a été ton ressenti? Parce que toi, tu étais vraiment au cœur du réacteur. Je suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire. Moi, je suis très sceptique pour les Pays-Bas et du coup, je suis en désaccord aussi un petit peu avec Scipion. Cette équipe des Pays-Bas, moi, ne m'a rien montré encore une fois. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'ils montrent rien et finalement, ils sont tout le temps là. Donc c'est que la finalité, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais je pense que moi, déjà, il y a un facteur, c'est qu'il y a un tournant du match après 2 minutes de jeu. Le tournant du match, à mon sens, c'est le duel Pulisic au gardien de but, Andries Noppert, du côté des Pays-Bas, parce que les États-Unis, s'ils ouvrent le score, derrière, ils jouent bloc bas. Et on a vu qu'à part jouer en phase de contre, les Pays-Bas étaient capables de rien faire. Ils sont pas capables de construire une action. Ils sont bons qu'à procéder en contre avec Dumfries, qui a été chirurgical sur le match. Et avec Daley Blind qui fait un match de zinzin aussi. La ligne défensive à 4 des Pays-Bas a été fantastique, stratosphérique. Ake, Van Dijk dans l'axe a été incroyable. Daley Blind a été très bon sur le côté gauche et sur le côté droit, Dumfries a été excellent. Double passeur décisif, buteur. Donc, à mon sens, c'est vraiment lui qui fait pencher. Le sauvetage également, tu fais bien de le souligner. Alors qu'en face, du côté des États-Unis, on avait des défenseurs qui étaient catastrophiques. Je pense notamment à Zimmerman qui n'a pas été top. Je pense surtout à Tim Ream ou Tim Rim, j'ai jamais su comment ça se disait. Mais voilà, Tim Rim, 35 piges, qui est pas capable de relancer un ballon propre. Je pense que sur la cinquantaine de ballons qu'il a dû relancer, il a dû en perdre au moins 35. Il a été incapable de jouer un ballon vers l'avant sans perdre le ballon. Robinson a des qualités, mais a énormément de déchets. Et Sergio Dest fait pas un mauvais match. Il nous a gratifié de quelques exploits individuels, mais la finalité, c'est que c'est quasiment tout le temps un ballon perdu à chaque fois qu'il va toucher un ballon, mis à part 2-3 incursions. Donc en fait, moi, ce qui me fait penser que cette équipe des États-Unis
ça ne prouve rien en fait. C'est que simplement, moi j'ai vu une équipe des États-Unis qui a dominé la totalité de la rencontre, mais qui s'est fait exploiter en contre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des qualités pour contrer du côté des Pays-Bas et qu'il n'y avait aucune qualité côté États-Unis pour venir contrer les contres, pour venir répondre un petit peu à ces phases de contre. Il n'y avait pas d'intelligence de jeu, pas d'intelligence tactique non plus. On a vu qu'ils font tout le temps la même, ils débordent, passent en retrait à terre. Le marquage sur le deuxième but, sur le but de Blind, est catastrophique. Zimmerman est à la ramasse. Dest ne suit pas Blind qui arrive dans son dos. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs en fait moi qui me font dire que non, en fait, je suis pas du tout impressionné par ce que j'ai vu des Pays-Bas et je peux même vous dire que les Pays-Bas, prochain tour, à mon sens, ça saute. Ok, alors on va laisser Scipion te répondre hein, juste après. Zal, toi, de ton côté, parce que c'est vrai qu'on sait que tu as voilà, cet affect un petit peu pour les Pays-Bas. Ouais. Comment tu les as trouvés sur ce match-là? Est-ce que tu as eu l'impression que justement ils avaient un petit peu changé, qu'ils étaient voilà, un petit peu plus en mode patron désormais, ou est-ce que tu les as trouvés finalement faibles et que l'adversité ne permet pas de juger le niveau réel de cette équipe? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah après, c'est délicat. Faut se dire qu'aussi, c'est les États-Unis. Donc, comme ils ont eu de la réussite, on va dire qu'ils ont pu tenir le match comme il fallait, tu vois. Mais sur le papier, les Pays-Bas doivent battre les États-Unis. Les États-Unis en huitième de finale, on va dire que c'est leur position où ils doivent être. Voir les Américains battre les Pays-Bas, moi, ça m'aura un petit peu choqué, même si c'est pas les Pays-Bas d'antan. Et puis, on peut dire qu'ils ont un petit avantage, c'est qu'ils avancent toujours cachés. Et on va, c'est fort possible qu'ils jouent l'Argentine, à moins d'un exploit de l'Australie, mais bon, j'ai du mal à y croire. Mais s'ils jouent l'Argentine, je pense qu'ils peuvent causer des soucis à l'Argentine. Mais après, voilà, quoi, déjà, un quart de finale dans cette Coupe du Monde, c'est déjà, je pense qu'ils auraient signé, vu qu'on ne les attendait pas du tout. En sachant, vu les poules, ils n'étaient pas très flamboyantes, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et sur ce match-là, ouais, c'est les Américains, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein. Ils ont couru avec le ballon, beaucoup de possession, mais après, c'est le football, hein, c'est comme ça. Il faut être tueur, ils l'ont pas été, et les Pays-Bas les ont punis, quoi. Hmm. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Scipion, t'as entendu Kanto, pour lui, il a pas du tout été impressionné par ces Pays-Bas. Qu'est-ce que t'as à lui répondre? Moi aussi, hein, je Ah, mais donnerai ça veut aussi rien mon avis dire, par ça, par rapport à contre. ça. Tu vois, Oui, oui, le Zal. fait de ne pas être très impressionnant et de ne pas montrer un jeu extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent s'améliorer de match en match. Ils se Là, sont pour fait l'instant, bouffer contre l'Équateur, ils se sont fait bouffer contre les États-Unis, ils ont été mauvais contre le Sénégal. ouais, mais ça peut. Bon, ils sont en quart, hein, bravo à eux, mais Voilà, la t'es en manière n'y est quart, tu pas. joues l'Argentine, tu joues Et, un gros et match. je suis Franchement, là- ils peuvent. je suis d'accord avec toi sur le fait de dire que, bon, mine de rien, avec tous les arguments que j'ai donnés, ils sont en quart, donc bravo à eux. Mais je pense que le but d'un championnat du monde, c'est pas de faire quart, c'est pas de faire demi, c'est de gagner. Et à mon sens, ils ont aucune chance d'être champions du monde. Ouais, mais eux, ils reviennent de très loin. Tu vois enfin, tu vois l'effectif. Franchement, c'est que c'est compliqué, hein. Il y a on va dire quelques grands joueurs, on peut dire ça comme ça, et le reste, ça reste des joueurs. Pour moi, des joueurs un peu méconnus, clairement, hein. Quand tu vois les noms, hein, c'est pas des noms ronflants comme on a pu avoir à certaines époques, hein. Tu regardes les compos, les 11 des Pays-Bas de chaque Coupe du Monde, je crois que c'est le 11 le plus faible des Pays-Bas qu'ils aient pu produire jusqu'à maintenant. Et Ouais. pourtant, ils sont là en quart, et être en quart avec un niveau comme ça peut, je te dis franchement, ils peuvent jouer un tour à l'Argentine, honnêtement, c'est fort Hmm. possible. Alors, écoutons la réponse de Scipion, du coup, à Kanto. Non, mais je pense que la nuance, on n'est pas si loin avec Kanto. Moi, je dis que c'est une équipe qui, volontairement, veut être un peu ennuyeuse, veut pas voilà, aller à l'abordage et tout. Je pense que Van Gaal a dû étudier, et on sait que Southgate l'avait aussi fait, les précédents vainqueurs, que ce soit Santos avec le Portugal ou Deschamps avec l'équipe de France, et il s'est dit, en fait, aujourd'hui, peut-être que pour gagner ce football de sélection, l'important, c'est l'équilibre. Et lui, avec un système en 3-5-2, c'est hyper difficile d'y arriver. Et mine de rien, son système, commence à payer parce que tu vois une vraie montée en puissance des pistons, parce que ce sont ces joueurs décisifs. Une prise. Exactement. La phase de groupe de Blind et Dumfries, elle est très compliquée. Franchement, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à être mis en valeur. Et aujourd'hui, ils font un très très bon match et du coup, ils prennent confiance. Et pour la suite, ça va être bien. Mais je suis d'accord avec toi. Et même quand tu vois la compo de départ, tu vois, Depay et Ah ouais. Gakpo seul en pointe, Klaassen un peu plus bas. Mais honnêtement, on a connu les Pays-Bas, tu vois, avec Van Persie, Schneider, Robben, une équipe tout feu tout flamme qui était beaucoup plus attractive. Et mine de rien, aujourd'hui, il parvient à avoir des résultats comme ça. On
peut juger ça un petit peu minimaliste. Mais en attendant, comme l'a dit Zal, c'est une génération des Pays-Bas qui est pas incroyable parce que tu vois, il y a De Jong, mais à ses côtés, tu vois, que ce soit De Roon, Koopmeiners, c'est pas l'élite mondiale. Mais en attendant, ils sont en quart de finale. Moi, je dis juste que la tactique de Van Gaal, cette approche qui est un peu surprenante quand on connaît le personnage, bah, elle commence petit à petit à payer. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre l'Argentine. Je dis pas qu'ils vont les taper, mais en attendant, c'est une équipe qui aime subir. Elle a les joueurs pour tenir. Van Dijk, Timber qui a très très bien remplacé De Ligt. On a Talaké qui fait une très bonne Coupe du Monde. Et les Pistons, j'insiste parce que c'est le point crucial de cette équipe de Van Gaal qui sont en très grande forme, qui montent en puissance. Et ça, pour le coup, il faut que l'Argentine s'en méfie grandement. Ou l'Australie, évidemment. Si je peux répondre, parce que moi je suis pas forcément entre les deux, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, une compétition comme la Coupe du Monde, c'est une compétition où tu dois énormément calculer, où tu dois énormément regarder ce qui se fait à côté, où tu dois énormément aussi, toi, savoir te remettre en question et ne pas juste te dire que parce que j'ai ces talents-là, parce que j'ai ces forces-là, eh ben forcément, ça va me permettre d'aller au bout ou forcément, ça va marcher dans tous les matchs. Je pense qu'une Coupe du Monde, c'est une compétition qui fait que ça tourne en permanence, c'est toujours en train de bouger. Et ce que je trouve intéressant de la part de Van Gaal et ce que les Pays-Bas font, c'est qu'en fait, ils n'hésitent pas à laisser jouer, comme l'a dit Scipion, ils n'hésitent pas à laisser jouer les adversaires en espérant peut-être, voilà, profiter de brèches qui peuvent s'ouvrir, en espérant profiter de la naïveté de certains. C'est vrai que pour l'instant, si tu regardes le parcours des Pays-Bas, ils n'ont pas eu un adversaire genre de top niveau. Ça, on peut être assez honnête là-dessus. Ils n'ont pas affronté l'Espagne, ils n'ont pas affronté l'Allemagne, ils ont affronté quasiment personne, si ce n'est peut-être le Sénégal ou même l'Équateur. Mais je veux dire, c'est pas incroyable. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette équipe montre qu'elle sait aussi gérer les matchs. Quand tu regardes l'Euro, par exemple, eh ben, l'Euro, ça s'était très bien passé en poule, on s'en souvient tous. Le jeu était flamboyant, il y avait des buts, on était tous séduits. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Bah, c'est pas allé très loin. Donc là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, et notamment quand tu regardes le premier but des Pays-Bas, ce but de Depay, quand tu regardes l'élaboration de l'action, et d'ailleurs je vous renvoie à la palette que Bein a fait à la mi-temps de la rencontre, palette qui a été commentée par Patrick Guillou, c'est super intéressant. Tu vois que cette équipe, en fait, elle est capable aussi de poser le jeu, de prendre son temps, qu'elle a de la ressource tactique et qu'elle est capable aussi d'amener voilà, des actions qu'elle produisait pas avant. Donc maintenant, je suis pas en train de dire que les Pays-Bas, voilà, c'est le favori numéro 1 de cette compétition, mais de ce qu'ils sont en train de montrer, de ce que je vois là, je trouve que c'est une équipe C'est en fait. dangereux, Voilà, c'est une équipe qui est dangereuse et qui a montré aussi, voilà, une certaine malice tactique en vérité. Je pense qu'on se dit que ouais, ils sont faibles, on se dit que c'est pas très flamboyant, on se dit que c'est pas très extravagant, mais quelque part, quand tu regardes, t'as des champions de compétition qui ont pas joué beaucoup mieux que ce que les Pays-Bas ont proposé là actuellement, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me méfie. Je suis pas en train encore une fois de dire que c'est extraordinaire, mais je pense qu'il faut commencer peut-être à se méfier de cette équipe-là. C'est ce que je vois. Je sais pas si tu veux répondre, Kanto aussi. Non, pas grand-chose à répondre à ça. Moi, j'attends de voir avec un petit peu plus d'adversité. Bah, l'Argentine. C'est ça, hein. Aujourd'hui, bah, le problème, c'est que l'Argentine, est-ce que c'est plus d'adversité? Alors oui, l'Argentine, Oui, quand même. sur le papier, c'est meilleur que les États-Unis. Sur On va le voir troisième s'ils sont match, capables de monter en puissance. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'équipes impressionnantes depuis le début du mondial. Donc, c'est un petit peu la moyenne, j'ai envie de dire, dans ce mondial-là. C'est que bah, finalement, on a été énormément déçus des grosses équipes. L'Argentine nous a fait un petit peu peur dans la manière de jouer. Les Pays-Bas sont pas forcément convaincants. On a vu les limites de l'Angleterre, notamment sur le match face aux États-Unis, même si c'est un résultat qui les a arrangés. L'Espagne a chuté. Bon, la Belgique, l'Allemagne, je vais pas en parler, mais voilà, c'est un mondial un petit peu surprenant et on va voir si finalement les rares équipes qui jouent au foot vont être récompensées. Jusque-là, c'est pas trop le cas visiblement, mais non, je sais pas. En fait, j'ai un petit peu du mal à comprendre tactiquement le jeu mis en place par les États-Unis. Alors, je sais que c'est basé sur un jeu énergivore, sur un jeu ultra volontaire. Maintenant, accepter de garder autant le ballon et de s'exposer à des contres face aux Pays-Bas, est-ce que c'était
Est-ce que c'était la bonne chose? Je sais pas. Et en fait, c'est pour ça que je pense que le tournant du match, c'est vraiment Pulisic pour le coup, parce que s'il ouvre le score, ça change complètement la manière de jouer des États-Unis. Et à Ah aucun bah il en moment a ils une se énorme, font. hein, clairement. Bah oui, d'entrée, il en a une énorme et les États-Unis derrière peuvent jouer un petit peu reculé avec un bloc un peu plus bas et ça oblige les Pays-Bas à faire le jeu. Et la question, c'est est-ce que les Pays-Bas sont capables de faire le jeu? C'est une question qu'on se pose. Donc, non, on verra. On verra si l'Argentine passe ce soir déjà. Mais Pays-Bas-Argentine, on risque d'avoir un demi-finaliste. Des finalistes qui, je sais pas, je sais même pas comment qualifier. Tu veux ces dire équipes, au rabais? sincèrement. Au rabais? Pas au rabais, parce que s'ils font demi de Coupe du Monde, on va pas dire au rabais, mais c'est vrai que l'Argentine, jusqu'ici, s'il y a quelqu'un dans le chat qui me dit qu'ils ont été satisfaits par ce qu'ils ont vu, bah bravo à vous. Et si vous me dites que vous êtes satisfait de ce Bah, que vous voyez pour les Pays-Bas, bah bravo à vous encore. On a juste pas la même vision du football, et Quanto, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut débattre du football avec nos visions différentes. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la mienne, quoi. Quanto, Zal. sur le troisième match de poule, l'Argentine, quand même, ils ont produit du Il joue jeu. le Ils ont Qatar, été... Zal, il joue le Qatar. Bah ouais, mais bon, enfin, je sais pas. Si tu produis pas du jeu contre le Qatar, et je manque pas de respect au Qatar, mais aujourd'hui, le réel niveau du Qatar, c'est quoi par rapport à une équipe européenne? Si on doit comparer le Qatar à une équipe européenne, Mais non, mais, je saurais pas quel niveau moyen c'est. Je serais pas capable mais non, mais de ils ont te joué la dire. Pologne. Mais Ah, vous avez confondu Argentine Ah, vous avez mais confondu attends, Pays-Bas et Argentine. tu me parles des Pays-Bas ou de Il l'Argentine? parlait de Non, l'Argentine, Zal. Ah, je croyais que tu me parlais des ouais, Pays-Bas. ouais. Ah, mais tu me parles de l'Argentine. Ben, l'Argentine, ils jouent la Pologne. C'est pareil, la Pologne, ils vont jouer la France. Je l'ai annoncé et je l'ai dit dans la dernière émission hors jeu. À mon sens, la Pologne, de toutes les équipes qui sont en huitième de finale, c'est l'équipe la plus faible. Et c'est une des équipes qui a proposé le moins de jeux depuis le début de la Coupe du Monde de ce que j'ai vu. Enfin, Une victoire 2-0 contre la Pologne. C'est bien, oui, ils ont pas concédé beaucoup d'occasions, donc bravo à eux. Il y avait du mieux hein, sur le dernier match de l'Argentine, c'est incontestable. Hein. Il bah y avait ouais, du c'est mieux. ça. Je dis pas le contraire, mais c'est pas ce qu'on attendait peut-être non plus au début de la Coupe du Monde. On va avancer, mais ne jamais oublier quand même qu'une équipe dans une Coupe du Monde, en général, par essence, ça peut quand même bien monter en puissance. Hein. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier aussi, Il y en a toujours. malgré la phase de poule. Hein. Je pense que tu vois, un arbre final, ça peut être complètement différent de ce qu'on a vu en poule. Mais on continuera d'en parler, messieurs. On va avancer maintenant et on va vous proposer nos 11 justement de cette phase de groupe. Bon, il n'y a eu qu'un seul match de huitième qui a été joué, donc on est encore un petit peu dans le bon timing. Regardons un petit peu les équipes que vous avez décidé, enfin les joueurs, pardon, que vous avez décidé de mettre en avant. Il y en a pas mal, je pense qu'on va avoir pas mal de joueurs qui reviennent dans nos différentes équipes. Et on va commencer avec l'équipe de Zal. Zal, tu vas nous montrer un petit peu les joueurs que tu as choisis. Bah, Quand tu veux, Zal. Bah, ah ouais, non, Si. parce que j'ai un petit décalage, pardon. Ok. Bah alors pour l'attaque, j'ai fait assez simple. Hein. Mbappé, pour moi, il n'y a pas photo. Gakpo, c'est un petit peu, on peut se dire que c'est un peu la révélation de cette Coupe du Monde. Hein. Les Pays-Bas, je pense que s'ils sont en huitième de finale, c'est aussi un peu grâce à lui, même si Depay fait quand même du bon boulot avec le peu de minutes qu'il a. Et Richarlison, bah, il a l'avantage d'avoir Neymar blessé, donc du coup, il peut prouver un peu sa vraie valeur. Et franchement, il peut faire le taf et aider largement le Brésil, même avec l'absence de Neymar. Après Rabiot, franchement, taille patron. Il a été bon à tous les matchs. On ne l'attendait pas à ce niveau-là et franchement, il fait quelque chose d'assez fort. Griezmann, pareil, j'avais un peu de doute. J'attendais une vraie équipe pour voir ce que ça valait vraiment dans le milieu de terrain. Bah, pour moi, il m'a prouvé qu'il était toujours aussi fort. Et Casimiro, c'est toujours pareil, hein, comme au Real, c'est comme au Real ou à Manchester aujourd'hui. On taille patron et qui sauve son équipe aussi, donc rien à dire sur ce milieu de terrain. Après Théo, c'est pour moi le meilleur latéral gauche de cette Coupe du Monde, je pense. En tout cas, pour les phases de groupe, il n'y a pas photo. Koulibaly, pour son but, et puis pour la qualification du Sénégal. Après, je préfère même pas le dire parce que j'ai peur de mal le dire. Le Gvardiol. défenseur... Comment on dit? Gvardiol. Gvardiol. Ouais, Gvardiol. Vardiol, ok. Oui. Le défenseur croate, pareil, hein, je le connaissais pas trop et franchement, il est très très fort. Et Hakimi, ça va, il est à son niveau et je pense qu'il peut aider encore le Maroc et aller encore peut-être plus loin, je sais pas, on verra bien. Mais Hakimi en tant que latéral droit, c'est plutôt pas mal. Et pour les phases de groupe, Hakimi largement. Et puis après le gardien polonais, franchement, si la Pologne ils sont en huitième, c'est que grâce à lui et pas grâce à Lewandowski. Et on peut dire merci, quoi. Voilà. Ok,
Ok, très bien. Ça, c'était le 11 de Zal. Alors, précision pour les joueurs qui sont en vert, c'est les joueurs qui ne se retrouvent que dans l'équipe de la personne qui la présente. Voilà. Donc, si jamais vous les voyez en vert, c'est que ces joueurs-là ne seront pas dans les Dans autres les autres. 11 des membres de la team hors jeu. On va regarder maintenant le 11 de notre ami Pipion. Ça donne quoi? Ouais, il y a pas mal de joueurs en commun avec Zal, notamment la défense. Ok. J'attends juste que ça s'affiche. Voilà, parfait. Ouais. Bah Ok. écoute, au niveau des choix, pour faire différemment, on va dire Bruno Fernandes, Amrabat et Moussiala, je vais en parler. Moussiala, c'est celui où j'ai le plus hésité parce que oui, il est éliminé. Il a un petit peu gâché, mais honnêtement, enfin les 3 matchs qui sort à 19 ans, enfin en Coupe du Monde, enfin il m'a épaté. Et dans une équipe où tu as un champion du monde comme Müller, où tu as des cadres du Bayern comme Gnabry, il a vraiment porté cette équipe, c'est celui qui a osé. En plus, il est récompensé par cette passe décisive pour notre ami Füllkrug contre l'Espagne. Et dans les petits espaces, il est tellement étincelant, tellement facile. Donc j'ai hésité, tu vois, avec un coup douce ou alors l'enlever, mettre Casemiro plus bas. Mais en fait, je me suis dit, Griezmann, il défend pour 2 ou pour 3 dans cette Coupe du Monde, donc basta, je mets Moussiala, je me fais plaisir. Ensuite, Amrabat, parce que j'ai adoré son rôle de l'ombre et que si le Maroc est là aujourd'hui en huitième de finale, premier de son groupe, c'est beaucoup grâce à lui parce que c'est le type de joueur dont on parle pas. Et honnêtement, il m'a fait énormément plaisir parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qu'on connaît peut-être pas forcément, qui a la Fiorentina, qui a 26 ans. Et typiquement, c'est le genre de compétition qui peut le faire basculer dans la lumière. Il peut aller chercher un très beau transfert. Et enfin, Bruno Fernandes, parce que je trouve que c'est sa meilleure version avec le Portugal. Il est décisif, il est super intéressant. C'est pas un Bruno, tu vois, qui râle, tu sais, quand il rate des occasions, il est vraiment hyper concentré sur son sujet. Et en plus, je trouve qu'il a beaucoup de justesse dans les 30 derniers mètres. Donc voilà pour mes choix. Ok, non, mais en plus, toi, tu l'avais déjà partagé hein, sur Twitter, ta compo, donc ceux qui te suivent l'avaient déjà plus ou moins vu. On va maintenant regarder la compo de Kanto, et je vous précise, messieurs, hein, que on voit beaucoup de gens voilà, citer des joueurs. On essaye à chaque fois dans nos compos de citer le maximum de joueurs, bien entendu. Enfin, après, voilà, quand on a des joueurs en commun, c'est le jeu, c'est comme ça. S'il y a des joueurs qui manquent, je vois qu'il y a Kudus qui est beaucoup cité. Bon, bah écoutez, citez-le vous, et même des membres de la team hors jeu le feront. Et dans un 11, par principe, tu ne peux mettre que 11 joueurs. Donc, c'est très compliqué de contenter tout le monde. Quant à toi, désolé. Il y a notre fan de football asiatique là. Ah ouais, Exactement. bah, Et encore, je me suis, j'allais dire un truc. Je me suis limité à prendre qu'un joueur du football asiatique. Bon, dans les cas, je vois Szczęsny. Bon, ça, je pense que c'est incontestable. Meilleur gardien sur la phase de poule. Défense centrale, Kalidou Koulibaly, le 30 du côté du Sénégal, Marquis, qui pour le coup est très très solide et qui hier a été injustement récompensé. Il aurait dû faire 10 passes décisives hier C'est vrai. si on n'avait pas bouffé la feuille du côté du Brésil. Théo Hernandez à gauche, pas besoin d'y revenir trop longtemps dessus, c'est le meilleur latéral gauche du monde. J'ai mis Saoud Abdoulhamid sur le côté droit, c'est le début du hipsterisme de mon côté. Défenseur latéral d'Arabie Saoudite, pourquoi? Parce que il a fait d'excellents matchs dans la globalité, notamment un gros match face à l'Argentine et encore un gros match face à la Pologne lors de la deuxième rencontre. Saoud Abdoulhamid, en plus, il a joué à droite quand derrière il y avait Sultan qui rentrait, il pouvait partir jouer à gauche. Donc c'était un joueur de devoir, gros coffre, bonne qualité technique, j'ai beaucoup aimé. Bon, numéro 6, j'ai mis Amrabat dans ce rôle au milieu de terrain parce qu'il est stratosphérique avec le Maroc. Antoine Griezmann, parce que c'est un joueur qui arrive à se réinventer en permanence, sans arrêt avec l'équipe de France. Là, il arrive à avoir un rôle de milieu relayeur, capable de porter le ballon vers l'avant, capable de produire des efforts défensifs, de récupérer des ballons précieux et sans arrêt de mettre la pression sur le milieu de terrain adverse. Bruno Fernandes, parce que pour le coup, si Bruno si je dis pas de bêtises, hein, dites-moi les amis portugais, mais Bruno a quand même été beaucoup contesté sur ses passages en sélection, me semble-t-il, tout au long de sa carrière. Là, pour le coup, on est en train de trouver un Bruno Fernandes très solide dans cette compète. Côté gauche, Kylian Mbappé, parce que Kix, mine de rien,
Toutes les sélections le disent, la France peut faire un truc parce qu'ils ont Kicks et que Kicks est capable de punir à n'importe quel moment. Et quand tu le vois comme ça, tu te dis que c'est complètement vrai. Gakpo, parce que sans ce garçon, les Pays-Bas se retrouveraient à jouer avec Quevilly-Rouen en Ligue de BKT. Et Dohan, évidemment, parce que Dohan, c'est le prince japonais, j'ai envie de dire. Un garçon qui commence une Coupe du Monde avec un statut de remplaçant, qui est buteur face aux plus grandes nations du monde, qui met des frappes de l'aigle easy face à Manuel Neuer. Non, Dohan, en vrai, c'est bon. J'ai conscience que c'est pas le joueur avec le plus de qualité côté japonais. Maintenant sur la phase de poule, et si on parle uniquement pour la phase de poule, les apports de ce joueur par rapport à son équipe du Japon, le Japon arrive à sortir d'une poule avec l'Espagne et l'Allemagne. Et je pense que s'il faut ressortir un joueur, t'as notamment Dohan, pardon, t'as peut-être du Tanaka, t'as peut-être du Mitoma qui a été très très bon aussi. Donc voilà, t'as des joueurs japonais qui ont fait la différence. Voilà pour mon 11. Parfait, Kanto. On va regarder maintenant. On a le 11 de Zach aussi, hein. On n'a juste pas le 11 de Bruce. Peut-être que Bruce aura à cœur de vous présenter son 11 demain dans l'émission plateau qu'on va faire, hein. 2 heures pour bien sûr parler du match de l'équipe de France. Moi, Messi, hein, ah, certainement. Alors ça m'étonnerait pas du tout. On regarde mon 11 à moi. Bon, en général, je laisse la team hors jeu faire ses 11, mais là, du coup, j'avais quand même envie de vous proposer mon 11. Si le 11 s'affiche, donc voilà, Jordan Pickford au cage, Harry Maguire en défense, John Stones, Jack Grealish sur le côté gauche, parce que il y a quand même son but sur son premier match qui était quand même assez intéressant. Rashford pour ses 2 autres matchs, parce que Rashford, il a montré qu'il avait des cannes, donc ça fait plaisir. Harry Kane devant. Bellingham. Je ne vois pas pourquoi vous rigolez, les gars. C'est un 11, on a le droit de mettre les joueurs qu'on veut. Donc voilà, je trouvais que c'était un 11 assez fair, assez honnête. Et du coup, voilà pour mon Braque, 11. t'es pour qui Je suis pour le Sénégal et la France. Je ne sais pas combien de fois il va falloir que je le répète. Je suis pour le Sénégal et la France. Pas pour l'Angleterre, pas pour l'Allemagne, pas pour la Corée, pas pour je ne sais pas qui. J'ai 2 équipes. Je ne suis juste qu'un amateur de foot. Et quand je vois des choses qui me plaisent dans le foot, je le dis, c'est tout. Et ça fait pas de moi un supporter d'une équipe parce que je dis qu'elle joue bien. Tu vois, Zal, j'espère que toi au moins tu vas pouvoir un peu me défendre là-dessus parce qu'à chaque fois j'en prends plein la tête. Pour la France, ça c'est vrai. Merci Zal, après, merci. Le Sénégal, c'est normal, je comprends. Quand même. Non mais blague à part, voici mon véritable 11. Alors moi vous le voyez, j'ai mis Noppert. Je savais que de toute façon tout le monde mettrait Chesney, et puis Chesney très objectivement a été le meilleur gardien. Mais c'est bien aussi je pense de citer Noppert parce que le mec est un peu sorti de nulle part comme l'a dit tout à l'heure Scipion et le gars a été solide, le gars a assuré. Enfin c'est pas évident de rentrer comme ça dans une compétition d'une telle ampleur et non moi je l'ai trouvé assez intéressant pour la suite. Je pense qu'il faudra le suivre, ce gardien. En défense centrale, Koulibaly, Gvardiol, je pense que c'est une charnière qui répond aux attentes de ce que tu attends, hein, très clairement, dans une Coupe du Monde. Les mecs ont été solides. Koulibaly a marqué son but et a entre guillemets sauver le Sénégal. Enfin les deux ont été extrêmement costauds. Hakimi sur le côté droit parce que je trouve qu'il répond présent sur cette Coupe du Monde là. C'est vrai qu'avec ce joueur il y a toujours un doute, il y a toujours quelque chose qui manque et je trouve que là il est très fort avec le Maroc. En général il est très bon avec le Maroc, Hakimi, hein. Peut-être un peu moins là avec le PSG en général, mais avec le Maroc bizarrement t'as l'impression que c'est un autre joueur. Théo Hernandez côté gauche, hein. Bon si on veut parler de potentiel, si on veut parler de niveau de jeu, le mec il est assez incroyable. Après la petite réserve, bien sûr, c'est sur l'aspect défensif. Peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de marge de progression à ce niveau-là. On l'a vu un petit peu en difficulté. De Jong, je vois que ça fait un petit peu parler, mais De Jong, très honnêtement, pour moi, c'est un peu le joueur de l'ombre. C'est un peu le joueur fantôme que tu vois pas. Mais aujourd'hui, les gars, dites-moi à quel moment De Jong a été mauvais pendant cette phase de groupe. Il a été extrêmement propre. Souvenez-vous du match contre le Sénégal. De Jong, c'est un des seuls qui a surnagé. Il a été incroyable dans ce match-là. Moi, je trouve que voilà, il est carrément prêt pour peut-être faire un grand parcours. Pardon ?
il peut y avoir débat quand même. Ah non, 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 je ne ferme pas la porte au débat et Amrabat, vous l'avez cité, il mérite amplement d'être là dans les 11. Hein. Amrabat a fait une énorme phase de groupe. Mais De Jong, moi, je pense qu'il faut quand même voilà, le mettre aussi en avant parce que sa phase de poule est très très belle. Bellingham, c'est, je pense, assez normal. Hein. Il a été assez énorme. Alors, on va toujours remettre en question l'adversité qu'a pu avoir des équipes comme l'Angleterre, voire même les Pays-Bas. Mais en vrai, Bellingham, le niveau de jeu pur, je parle juste de ça. Je trouve qu'il a été vraiment incroyable. Bruno Fernandes aussi, franchement, pareil, hein, il fait partie de ces joueurs un petit peu en difficulté peut-être en club, même si ça va un peu mieux avec Manchester United, mais là, avec le Portugal, il a été quand même très très bon, très entreprenant, très proactif. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moussiala, il fait partie un petit peu. Il y en a certains qui ont fait, vous savez, les 11 des équipes éliminées. Et ben, je trouve que c'est un petit peu le capitaine de cette équipe-là. Moussiala, il a été énorme. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, je redis ce que j'ai dit, mais c'est un crève-cœur de voir un joueur comme ça, un joueur autant en forme et autant dans le rythme sortir de cette Coupe du Monde, parce que franchement, personne ne lui prenait le ballon, hein, très clairement. Il a peut-être manqué à la finition, mais ça, après, voilà, tu peux expliquer ça par plein de choses, par la jeunesse, par la pression, je sais pas. Mais le mec a quand même porté l'Allemagne. Hein. Enfin, je veux dire, sans même pouvoir leur permettre de passer la poule, mais le mec a été énorme. Mbappé à gauche, Kix la menace, hein, forcément. Le mec répond quelque part toujours présent dans les compétitions importantes, dans les compétitions où vraiment ça compte. Le mec est là, hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Le mec, il marque à chaque fois quand tu es en difficulté. C'est un des rares qui propose, provoque, met le feu. Enfin voilà, Mbappé, il y a pas grand-chose à dire. Et Gakpo, je sais pas qui l'a dit d'entre vous trois, les gars, mais ouais, pour moi, c'est la vraie révélation de cette Coupe du Monde. Tu vois, Moi, je autant l'ai à mis, Moussiala, on connaissait déjà son niveau avec le Bayern, on savait déjà, tu vois, que c'était vraiment un très bon joueur, mais Gakpo, je pense qu'il a explosé aux yeux du monde via cette Coupe du Monde. Donc voilà, je le mets là. J'ai hésité un peu avec Kane aussi. J'ai hésité parce que Kane, encore une fois, franchement, sa phase de poule, il y a peut-être pas les buts, mais honnêtement, le mec, le bien qu'il fait, l'aspect un peu playmaker qu'il a, j'aurais bien aimé le mettre. Mais bon, finalement, je suis parti sur Gakpo. Voilà. Kanto, je vais te laisser nous présenter le 11 de Zach, parce qu'on l'a aussi, le 11 de notre ami Zach Nani, pour pas trop monopoliser la parole. Eh ben allons-y, Wojciech Szczesny qu'on a déjà parlé, meilleur gardien de cette compétition depuis le début. Guardiola Kimmich, on en a déjà parlé. Théo aussi, petite spécialité. Romain Saïs, bon, forcément Saïs qui fait une très très belle phase de poule et qui en plus de ça, pour le coup, a joué avec une cote fêlée, donc c'est d'autant plus remarquable de sa part de faire de telles performances. Casemiro qui a été impeccable avec Bruno et Griezmann qu'on a vu dans beaucoup d'équipes. Jamal Moussiala pour l'expérience et son apport déjà à son jeune âge. Cody Gakpo qui est le playmaker du côté des Pays-Bas et effectivement Kudus qu'on a vu énormément du côté du Ghana, un joueur qui est en train de complètement exploser cette saison et qui fait beaucoup de bien Kudus parce que pour le coup c'est vraiment un sacré joueur. Ok, et ben voilà. Et pour tous ceux qui réclamaient Kudus, et ben voilà, Zach l'a présenté, donc il est bien présent. Le 11 de votre hôte habituel de Bruce Granek, on vous le présentera demain. Donc je vous le rappelle, émission de 18h à 20h, pardon, avec un invité exceptionnel. Je vous le dis, on va se garder la surprise, on vous annoncera ça sur les réseaux. Il y aura un invité très spécial qui sera avec nous demain en plateau sur hors-jeu. Et d'ailleurs, je vous le dis aussi, demain, petite viewing party, puisqu'on va aussi se regarder le match Sénégal-Angleterre avec Kanto qui sera au cast et avec le reste de la team en analyse. On va se regarder ça ensemble et je pense que ça va faire une très très belle soirée. Donc on sera ensemble pendant 4 heures pour cette spéciale hors-jeu Coupe du Monde. Messieurs, on avance et maintenant on passe à nos petites previews. Il y a ce match de l'Argentine ce soir, l'Argentine qui va donc affronter l'Australie et demain France-Pologne. Il faut quand même qu'on en dise un petit mot. On est à quoi? À peine 24 heures, même ouais. Moins de 24 heures. Un peu moins de 24 heures de ce match, de notre 8e de finale. On commence par l'Argentine. Zal, de ce qu'on a vu jusqu'à présent de l'Argentine avec donc ses débuts qu'on connaît tous, ses débuts compliqués et cette rédemption par la suite. Est-ce que l'Argentine finalement a réussi à se remettre en ordre pour aborder ces 8e de la meilleure des manières? Surtout que tu as un adversaire qui quand même sur le papier semble être à ta portée. Ouais, clairement. Après, je pense que mentalement, ils sont quand même on va pas se mentir, ça a dû leur faire du bien et gagner ces 2 matchs consécutifs, ça a dû vraiment leur mettre
on va dire, dans de bonnes dispositions pour jouer l'Australie. Donc franchement, comme tout le monde, hein, je pense que la cote, elle doit pas être très haute d'ailleurs, je pense, la victoire. Mais Non, je te je vois pas confirme. du tout l'Argentine choc contre l'Australie, honnêtement. Ah, j'entends plus personne. J'entends plus Braque non plus. Ouais. Ah, on a perdu Bracou. Excusez-moi, je m'étais Ouais. muté, désolé, c'est de ma faute. Ah, Parce je que crois que ça venait de moi. Non, c'est moi, pardon, désolé. Oui, Ouais, non, donc toi, honnêtement, Zal, tu ne vois pas, tu vois pas l'Argentine choquer ce match-là, passer à côté, quoi. bah, si on regarde bien du premier au dernier match, l'Argentine monte en puissance, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas, en sachant que l'adversaire est quand même à leur portée. Après l'Australie, évidemment, et on ne sait jamais, hein, c'est un football assez physique. Ils sont pas non plus peut-être là par hasard, donc ce serait une très très grosse surprise, honnêtement, mais je vois quand même l'Argentine dominer les débats, quoi. Ok, quant au pareil, même question. Est-ce que pour toi l'Argentine arrive dans les meilleures dispositions là pour affronter cette Australie, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de changements tactiques aussi, on peut le dire, hein. Ouais, des changements tactiques et des changements ouais, de joueurs qui ont perdu ou qui ont pris leur place. Bon, ben, j'ai envie de te dire, si après, dans un match à élimination directe, tu vois pas l'Argentine gagner contre l'Australie, alors qu'on les voyait tous champions du monde il y a 2 semaines, c'est un gros retournement de veste. Aujourd'hui, bon, ils font face à l'Australie. C'est quand même assez historique d'avoir un adversaire comme ça en huitième de finale de Coupe du Monde. Les Australiens, après, bon, ben voilà, ils ont tombé de Danemark. Ils sont arrivés à gagner leur match également face à la Tunisie. Donc, faut pas pour autant les sous-estimer. Ils sont capables de mettre de l'impact. Ils ont un football un petit peu particulier. Mais non, bah, sur le papier, après, il devrait pas y avoir match. Après, sincèrement, si on devait parler un petit peu, genre pour te donner mon degré de confiance, si on devait parler de betting, je touche pas du tout, tu vois. Genre, Ouais. je À ce suis match-là. pas, ouais, je suis pas confiant à Pareil. 8000% Méfiance. Ouais, c'est ça, méfiance, Mais sincèrement. méfiance sur tous les matchs, hein. Oui, non, mais sur tous les matchs, mais il y en a où tu as peut-être un peu plus de visibilité que sur d'autres. Là, sur le papier, l'Argentine est tellement favorite que, en fait, sincèrement, je crois que le choc est possible, mais ça reste quand même un Argentine-Australie, tu vois, si tu restes un minimum rationnel, normalement, il n'y a pas match. Et sur le Mais papier, en tout cas, oui, c'est sûr. sur le papier, il n'y a pas match, mais c'est pour ça que j'ai du mal un peu à me prononcer sur ce match-là, et je me contente de dire des banalités, là, pour le coup. Oui, l'Argentine, sur le papier, c'est plus fort que l'Australie. Et qu'est-ce qui va se passer? Bonne question, j'en sais rien. Il y a quand même un mec sur le chat qui a dit Scipion, il me saoule de fou, alors que c'est le mec le plus calme de la Terre. Scipion, il a pas parlé, ça fait une demi-heure, tu sais. Ah ouais, relou, Scipion. Il a rien Le mec, dit. il voulait vraiment mettre une balle perdue, quoi. Sans doute Ah ouais, il voulait te faire, c'est tout. sans doute à Gugus que j'ai bloqué en 2018 sur Twitter. C'est ça, exactement. Il va enfin placer sa dédicace. Ah, le mec, il s'est réveillé, il a voulu tirer sur Scipion normal, alors quoi, comme il a dit, quand il a rien dit. Pas trop. Non mais tranquille. Scipion, bah du coup c'est à toi. Cette équipe d'Argentine et aussi ces Australiens que tu as quand même bien suivi sur la phase de poule. Est-ce qu'il y a des raisons d'imaginer que l'Australie puisse venir un petit peu perturber cette équipe argentine, sachant que on va pas se mentir, hein, l'état mental des Argentins, il est pas non plus à son prime. Hein, faut se dire la vérité aussi. Bah, ces deux équipes qui vont quand même, tu vois, arriver en confiance, et je pense que le mot-clé, ce sera la concentration, parce que l'Australie, les opportunités qu'ils auront dans le camp de l'Argentine, ça va pas être très nombreux, tu vois, ils auront quelques sorties de balles, et c'est à ce moment-là qu'il faut être extrêmement vigilant du côté des Argentins, de la défense, de Martinez, pour pas se faire surprendre, parce que cette équipe, à partir du moment où elle marque, elle gagne 1-0, franchement, derrière, que ce soit contre la Tunisie ou le Danemark, ils ont fermé, et c'est extrêmement difficile d'aller leur marquer un but. Du coup, il faut Ouais. que l'Argentine vraiment soit vigilante là-dessus. Après, voilà, tu vois, il y a Scaloni a fait des choix. On en a déjà parlé par rapport à l'état physique de certains joueurs, à Lautaro qui est pas encore totalement rentré dans sa compétition. Il y a la jeunesse qui prend le pouvoir comme Alvarez et Enzo Fernandez. C'est une équipe qui est un peu plus équilibrée qu'un McAllister. Moi, honnêtement, je pense que l'Argentine peut arriver avec des arguments. Mais comme je te dis, honnêtement, l'Australie, voilà, Kanto a dit le mot, ces genres de matchs, c'est assez, faut pas non plus. Moi, je parierais pas là-dessus parce que, je trouve que c'est une équipe, tu vois, avec des mecs qui sortent de D2 japonaises, qui sortent un peu de partout. C'est les Harlem Globetrotters, quoi. Ils sont aux quatre coins du monde. Franchement, c'est une équipe qui a rien à perdre. Et pour le coup, je me méfierais. Mais si l'Argentine est sérieuse, et je trouve que le match contre la Pologne était quand même très appliqué parce que tu vois, ils ont raté un penalty.
Euh, Ils ont mis du temps à marquer le premier but, mais tu vois, ils sont pas découragés, ils sont pas déconcentrés. Ils ont continué à Ouais. accélérer, ils ont trouvé la faille. Et je pense que c'est le plan qu'il faut appliquer contre cette équipe australienne. Mais honnêtement, faut que derrière, les soldats, les Otamendi, tout ça, soient très vigilants parce que l'Australie, il leur faut une situation, ils marquent, et derrière, c'est impossible pour moi d'aller chercher. Ah bah oui, ils vont barricader, ça c'est une certitude. Oui, Après, dans le Zal. chat, ça a été dit, mais que l'Australie, ils ont marqué contre nous. Derrière, on en met 4. Non, mais c'est vrai, c'est un match un peu à part, nous, parce qu'on a une force de frappe qui est Comment- incroyable. Mais honnêtement, contre la Tunisie et le Danemark, ça m'a impressionné la manière dont ils ont réussi à faire un bloc bas, à rien laisser passer. Et Ouais. c'est même pas un bloc bas, tu vois, genre le bus du Cholo Simeone. C'est un bloc bas où, en fait, le Danemark était arrivé aux 30 mètres, ils étaient totalement désarmés, ils savaient pas quoi faire. Ouais. Et ça, attention, il faut le dire parce que beaucoup peuvent avoir tendance à penser qu'un bloc bas, c'est juste un bloc bas. C'est-à-dire que tu dis à tes joueurs, les mecs descendez, mettez-vous dans la surface et plus personne ne sort. Mais c'est pas que ça, hein, ça se travaille un bloc bas. Hein. C'est savoir sortir au bon moment, savoir se placer par rapport aux autres. C'est pas si simple que ça, hein, parce que les mecs en face de toi, ils attaquent, ils te bombardent d'offensive et toi derrière, si tu sais pas le faire, eh ben tu peux très vite te retrouver en difficulté. Donc moi, je pense qu'il faut aussi se méfier de ça. Et tu as raison de dire que oui, les Australiens, ils savent plutôt bien le faire. Quanto, je t'ai vu réagir, tu voulais dire un truc? Non, du tout. Ok, non, je Non, pensais non. que tu voulais nous rajouter quelque chose. Passons au match de l'équipe de France, les amis. Il est 18h50, il nous reste 10 minutes d'émission. On va faire un petit 5 minutes dessus. Quanto, du coup, tu ouvres la marche. On est plus très loin d'affronter la Pologne. Tu l'as dit un peu déjà tout à l'heure. Hein, toi, tu crois pas du tout en cette équipe polonaise. Ça joue pas du tout. Mais est-ce qu'il y a quand même un truc qui peut faire que le match Non. puisse nous échapper, honnêtement? Non. Non. T'es un peu quand même un peu beaucoup sûr de toi quand même. Hein. Je suis un peu beaucoup sûr de moi, ouais. On sait que dans le foot, c'est jamais bon signe quand on est trop sûr. Eh oui, bah oui. Mais non, en fait, je vois pas. J'ai regardé tous les matchs de la Pologne parce que je suis un fanboy de Lewandowski. Ouais. Et de ce que j'ai vu de la Pologne, j'ai trouvé ça mauvais dans l'ensemble. Mhm. Et je vois pas comment cette équipe, elle peut nous mettre en difficulté. Défensivement, c'est limité. En termes au milieu de terrain, je pense qu'on est au-dessus. Offensivement, oui, ils ont des qualités, mais le problème, c'est qu'on envoie que des ballons à la mort à Lewandowski ou à Zelinski et tous les joueurs un petit peu talentueux de l'équipe. Non, sincèrement, je vois pas comment on peut être mis en difficulté contre la Pologne. Ok, on Je espère vois que pas. ça nous portera pas l'œil, hein, parce que pour le Bah, coup, peut-être que oui, ouais. parce qu'on en a vu hein, des matchs où justement on pensait que c'était limite honnêtement gagné d'avance et pourtant le match a pas du tout tourné dans ce sens-là. Zal, t'es d'accord avec Kanto ou pas toi? Oh, bah, je vais être quand même un petit peu plus mesuré. Justement, on est tellement favori, tellement la Pologne ne produit pas de jeu et que c'est compliqué devant que, comme par hasard, ils vont se réveiller contre nous. Donc, moi, je serais pas aussi confiant. Après, c'est évidemment un match. On pouvait peut-être pas mieux tomber en termes de huitième de finale, parce que la Pologne, je pense que c'est la pire équipe en termes de jeu jusqu'à maintenant. Hmm. Mais c'est ça qui ferait plus peur par rapport à ça. C'est le fait qu'ils ont été tellement mauvais que bah, qu'est-ce qu'ils ont à perdre honnêtement. Hmm. Donc je me dis attention, attention Hmm. quand même à la Pologne. Ouais, en tout cas, une chose est sûre, il faudra quand même être assez vigilant. Ah ouais. On voit le 11 Scipion là, probable de l'équipe de France. Hein. C'est un 11 qui commence à circuler de plus en plus sur les réseaux. On voit que finalement, Pavard, bah, ça a l'air définitif. Hein. Pavard a Ouais. clairement perdu sa place et donc c'est Koundé qui devrait prendre sa place. Mais si on regarde bien ce 11, il n'y a pas grand-chose qui a changé hein, dans l'idée générale de Deschamps. C'est son 11 là qu'il aligne sans trembler. Hein. Ouais, on se doutait que dans l'esprit du sélectionneur, le match contre la Tunisie n'avait pas changé grand-chose. Et vu la performance des coiffeurs, voilà, il y avait pas trop de casse-tête, d'insomnie jusqu'à 2 heures du mat. C'est un 11 qui est fiable. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que la France a déjà connu on va dire son choc majeur il y a 1 an et demi contre la Suisse. Mm. Et je Ouais. pense que Deschamps va énormément se servir de ce match pour surtout pas le prendre à la légère, pour dire à ces gars, voilà, on sait ce que c'est que d'être archi favori, c'est-à-dire pas trop de facilité, même quand on mène 3-1, même quand on mène 2-0, on continue d'accélérer, on fait pas n'importe quoi. Et je pense que pour le coup, ça va être une équipe très déterminée, très solide. Évidemment, il y a des arguments côté polonais, hein, mais comme quand on l'a dit, Lewandowski, c'est tellement difficile de le trouver. Même un Zelensky qui a une super influence avec Naples, voilà, pour lui, c'est très compliqué dans cette Coupe du Monde.
Il y a Chesney, mais Chesney, voilà, il a cédé 2 fois contre l'Argentine, donc ce gardien n'est pas imbattable. Voilà, il faut juste être concentré. Faut pas se décourager parce que la Pologne, évidemment, va nous attendre très bas. Ça va être un match à duant d'une attaque-défense. Mais voilà, si on réussit à récupérer quelques ballons, tu vois, aux 40-50 mètres, ne pas hésiter à miser sur Kicks et sa vitesse parce que ce soit Berezinski ou Glick, honnêtement, il peut les déchirer, quoi. Ok, très bien messieurs. Merci pour ces previews. Match de l'Argentine ce soir dès 20h et match de l'équipe de France demain à 16h et émission de hors-jeu à 18h pour en reparler. Allez, on avance. Jingle, c'est le Pronogate. Présenté comme toujours par nos amis de chez Winamax avec ce rappel toujours, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Attention, notez-le bien et on joue en essayant de rester raisonnable si jamais on peut jouer. Voilà, en essayant de ne pas faire n'importe quoi comme on le dit d'habitude. Un seul match aujourd'hui en prono. On a choisi ce Argentine-Australie. Alors, est-ce que tout le monde a mis l'Argentine ou est-ce que quelqu'un a tenté l'Australie ou un nul? Parce que un nul, ça veut dire que ce match irait aux prolongations. Découvrons ça en direct et tout le monde voit donc une victoire de l'Argentine. Donc il n'y aura aucune différence de fait dans la team hors jeu à ce niveau-là. On découvre le classement donc du Pronogate vis-à-vis d'hier, vis-à-vis des pronos de la veille. On va se regarder ça, Meet, c'est absolument quand tu veux. Zal, je te vois très concentré, je te vois carrément gainé là pour découvrir le classement. Et c'est très compliqué parce que on le voit, ça a extrêmement bougé. Zal qui était hier premier, qui dominait ce classement, Non, je t'ai pas passe promis donc... hier. Ah non, mais quand je dis hier, c'est C'est oui. toi, à Braque, l'époque, c'est toi qui est le seul à avoir mis la Suisse? non, je crois que c'est pas Zal qui a mis la Suisse. Non. Non, Zal a mis la Zach, Serbie. alors, Non, tout le monde a mis nul ou la Serbie en fait. Ouais. il y en a un qui a eu Personne, Suisse, je crois. Non, je crois que personne n'a mis la Suisse. De C'est mémoire. Zach, ok, si, c'est Zach. Ok. Ah, c'est Zach qui a, d'accord, qui a vu la Suisse. Ok, très bien. Donc Zal pas très loin de Zach. Kanto toujours premier de la team physique avec 21 points, égalité avec Scipion et le FC Guez qui domine toujours ce classement avec 22 points. Le FC Guez redoutable. Après, Zach, il joue pas les mêmes matchs. Donc 16 Non. points sans faire les mêmes matchs, c'est plutôt costaud. Ah, c'est très fort, c'est très très fort. D'arriver à résister, oui, c'est fort. Je Il a. serais oui. quand même devant parce que j'ai rentré 2 my match. Donc si tu m'enlèves 4 points, j'ai 17. Et moi je te le dis aussi, si tu me mets mon my match que j'ai passé avec l'équipe de France, là sur le but refusé de Griezmann, je suis à 20 et je suis derrière toi. Donc, On attend toujours la requête de la FIFA, les gars. non, mais là c'est fini, Arrêtez là, de c'est pioncer. terminé. C'est terminé. C'est fini. Finito. moi je continue de l'attendre. Pour moi j'ai plus 3. Enfin, dans mon esprit j'ai plus 3 parce que pour moi c'est une faute Dans ton technique. esprit, alors, t'es solo. Ouais. De toute façon j'ai toujours été solo dans mon esprit, Zaldinho. Bah oui. Mais non, mais ça aurait été changé depuis longtemps. Enfin, je veux dire, l'histoire elle serait réglée déjà bien plus rapidement que ça. Si ça, ils vont pas faire ça à la fin de la Coupe du Monde. À voir, est-ce qu'on aura une première situation, un premier changement de résultat je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas si on a vérifié si c'est déjà arrivé par le passé, mais peut-être que ça va arriver pour la première fois. Je sais pas, parce que là, pour le coup, c'était vraiment très grave. Mais bon, j'y crois plus du tout, je t'avoue. J'y crois plus trop. Cru, j'ai envie de te dire. J'ai eu du mal aussi. Et Bruce, bien sûr, on note, il est bien au milieu, 19 points, il est au creux de la vague, il se bat. lui, Bruce, il mériterait plus 13 points, tu sais, sur tous les points qu'on lui a enflés. Là, il se verrait avec un plus 13. Messieurs, on va regarder donc maintenant les My Match. Je vous rappelle le principe du My Match. C'est assez simple à comprendre. Vous allez sur le site winamax.fr et vous pouvez composer un My Match donc sur un seul match, c'est-à-dire prendre plusieurs sélections. Et d'ailleurs, on regarde la sélection de Bruce Granek. Bruce, lui, voit la France gagner sans concéder de but et Olivier Giroud buteur. Donc il faut, pour que le My Match de Bruce passe, que la Pologne ne marque pas un seul but. Zal. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu disais? Je disais, il joue petit bras, Bruce. Ah bah ouais. Ah mais c'est pas évident quand même, t'es sur un 8ème de finale et dire que t'encaisses pas un but... Je parle pas du pari en soi, je parle de la cote.
Ouais, il joue une petite cote. Oui, parce que en gros, si votre cote elle est entre 3 et 5, eh ben, c'est 2 points en plus. Et si la cote est au-delà de 5, c'est 3 points. Et comme le FC Guez choisit le my match pour le FC Guez, eh bien, voilà, ça vous permet de gagner plus ou moins de points. Toi, tu vois Kylian marquer plus de 2 buts, Zal. Ouais, pour rentrer dans l'histoire. Ok. T'as posé ton classique, quoi. Bah, là, il est bien parti. 3 buts en poule, ça reste un ratio assez correct. Et si la France ça va loin, on part sur quelque chose de très grand. Sachant qu'une Coupe du Monde, quand tu mets 6 buts, c'est déjà un truc de fou. Hein, donc, Ok. Scipion, toi, tu vois des buts de la Pologne. Enfin, tu vois des buteurs polonais, toi. C'est ça. Je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, Un traître. mais comme la France a encaissé minimum un but par match, même en étant dominatrice contre l'Australie et le Danemark, voilà, je me suis dit que les 2 joueurs qu'on a déjà cités, un petit penalty, ça peut suffire. Donc je suis le seul à être un petit peu défaitiste, mais je vois quand même la France l'emporter, ne vous en faites pas, mais je vois quand même la France gagner avec un petit but de nos amis polonais. Ouais, c'est une couverture, ça, on a bien compris. Kanto, toi, c'est quoi ta salade? Ah ouais. En gros, j'ai mis que la France va gagner avec un but de Mbappé sans encaisser de but. Donc voilà, ce soir, j'ai décidé d'en avoir une petite, histoire de changer par rapport à d'habitude. Kanto Ouais, encore tout Kanto Très chelou, très chelou. Non, et moi, je vous propose, messieurs, un my match très très simple. En gros, il faut que Kylian Mbappé marque un but et que à la mi-temps, il y ait match nul. C'est très très simple. Et vous avez choisi le my match de Bruce Granek à 64%. Voilà pour notre petit pronogate. Merci messieurs, c'était sympa de faire cette émission avant la tempête, avant ce France-Pologne. On se retrouve donc demain à 18h. Merci Scipion. Merci l'équipe, à demain. Merci Zaldinho. Merci Bracou. Et merci Clark Kent. Et merci la zone. Salut à tous et salut à Bruce. Ciao. Ciao Bruce.